Salut à tous, salut Benjamin. Salut François, bonjour à tous. Bon, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous, ce 2 contre 1, ce rendez-vous décalé. C'est le deuxième épisode de ce 2 contre 1. Alors 2, c'est nous, Benjamin, mais voilà, contre un invité, tu as choisi un 3 quarts cette semaine. Ben voilà, il faut faire preuve d'un petit peu d'ouverture d'esprit. Après, on va essayer surtout de rétablir des vérités. Un mec qui a 67 sélections d'équipe de France, 3 titres du Tour des Nations, 3 Coupes d'Europe, 3 championnats, mais 3 énormes blessures dans sa carrière. C'est le seul, l'unique, le beau gosse absolu, Vincent Clerc. Vincent Salut à depuis tous. Toulouse. Salut. Bon, Exactement, à la maison. tout va bien, c'est pas trop dur. Écoute, étonnamment bien, je trouve. J'apprenais un peu plus le confinement avec les deux enfants, et finalement, je trouve qu'ils s'adaptent plutôt bien et ça se passe, c'est plutôt cool. Même là, il est Ah tout roule mais quoi. Hein. J'ai le temps de refaire du sport et ça me met de bonne humeur. Et ça, c'est vraiment le point positif de ce confinement, je crois. Et toi, t'es où? T'es dans ta salle de muscu, c'est ça? Ouais, je suis dans le jardin, ouais. Je suis au calme là, comme ça. Je sais que même si les enfants dorment pas, aujourd'hui, j'ai la chance que ma femme bosse pas, donc je lui ai laissé les enfants et je crois qu'ils font la sieste. Mais par précaution, je me suis mis dans le jardin, au fond du jardin. Ça va avec ta femme, enfin, dans cette période, c'est quand même une période de vérité. Mais écoute, moi, elle continue à bosser, donc en fait, ça va. Franchement, elle bosse toute la journée. Moi, je gère les petits et c'est vrai que ça aurait pu être un grotesque, mais finalement, comme elle continue à bosser. Euh, on n'a pas ce challenge à relever supplémentaire en plus des gamins toute la journée. On n'a pas ce challenge couple. tu m'avais posé la question pourquoi est-ce que ça me plaisait d'avoir Vincent. C'est aussi pour remettre dans le contexte. La première fois que je l'ai rencontré, c'est, alors je ne saurais plus te dire quel mois, mais en tout cas de la saison 2004-2005, où moi j'étais bien pote de Geoffroy Messina. Et après un match au Stadium de Toulouse, perdu malheureusement contre Toulouse, je me souviens d'une bagarre Bibi Oradou contre Florian Fritz, enfin un match qui avait été assez animé. Ouais, Il me semble que c'était un dimanche soir 21h. Ouais, il était beau ce match. c'est ça. Et ben, on était resté le week-end avec Geoffroy histoire de faire la bringue un petit peu. Moi, j'étais parti voir un pote à moi avec qui maintenant je suis toujours pote, Nicolas Marchand, le cousin de Julien Marchand. Et Geoffroy, à l'époque, m'avait dit il était allé chez un pote à lui, etc., etc. Et en fait, le lendemain, il m'envoie une adresse en me disant, bah, rejoins-nous là-bas. Et moi, je débarque et c'est chez Vincent que je débarque. En tant qu'ancien Grenoblois, ils étaient toujours restés en contact, ils étaient potes. Et l'autre, donc moi, 20 piges, je débarque un peu en top 14 sur la pointe des pieds. L'autre, il est déjà international, il est déjà champion, j'imagine, de plein de trucs, plein de titres, malheureusement beaucoup plus que moi et relax, sympa, souriant. Il a toujours été très cool. On s'est retrouvé en Barbarians français peut-être 10 piges plus tard à Grenoble dans son fief. C'est Il était ça. pareil, souriant, sympa, machin. Quand on a eu le plaisir de se croiser en équipe de France, il était le même. Et quand je l'ai recroisé avec France Télévisions, parce que décidément il ne veut pas me quitter, et ben, j'ai trouvé que c'était la même personne. C'est pour ça que François, je te disais, ça me faisait. J'aimais bien les mecs qui sont rayonnants de positive attitude, qui restent les mêmes surtout, peu importe les aléas d'une carrière, les hauts et les bas, etc. Et c'est ça qui me plaît beaucoup chez lui. Voilà. T'as oublié de dire que j'avais un peu le mental d'un avant, non? Ouais, ça, on en parlera plus tard. Moi, j'ai un souvenir d'un combat de catch avec Carleman à la soirée des Barbarians. Et là, c'est sûr que j'avais vu C'est vrai. que t'étais costaud. Là. Ça, je m'en souviens. Ouais. On peut peut-être tout de suite la développer, là. On est là pour ça, hein. Dans 2 contre 1, on se lâche. Hein. Ouais, alors c'est vrai que moi c'est ma seule expérience en Barbarians. Je me suis retrouvé qu'avec des fous et j'étais assez vrai dans ce groupe des Barbarians, assez proche des avants. Et on a fini. Pourtant, franchement, j'avais du mal à sortir les veilles de match, mais là, Barbarians, t'as pas vraiment le choix. Et on s'est retrouvé à organiser un combat de catch au milieu d'une boîte de nuit, parce que Carleman, il y avait George Smith, gros fan de catch. Donc voilà, chacun avait son rôle à jouer et voilà, on a délimité un petit ring et on s'est fait une bonne bataille de catch. Très intelligent. Ah, là, mais quand tu vois Carleman sauter de la troisième corde sur George Smith en boîte à Grenoble, franchement, ça vaut le détour, je l'annonce. Il y avait, Parce que il y avait, il y avait c'était Chris lunaire. Mazoé. Ah ouais, ouais, non, on avait une équipe de fous. Sosoni Buka, Maestri, Sylvain Marconnet, Carleman, Loulou Picamol. Ouais, c'est vrai. Cédric Emmens, il me semble, toi, la dernière de Jean-Bailly Sall, on avait une équipe extraordinaire. Ouais, c'était énorme. Et on a perdu. Bon.
Ouais, Mais j'osais pas dire avec toute cette équipe, mais on a perdu. Ouais. bizarrement, le combat de catch la veille d'un match, c'est pas terrible. Non, c'était Ça l'avant-veille. n'a pas aidé. C'était Ça l'avant-veille. n'a pas aidé. Finalement, quand même, voilà, tout est clean, grosse carrière, beau gosse, etc. T'as pas d'ennemis, toi, dans le rugby? Ah si, mais j'ai essayé de pas les côtoyer. J'ai gardé que le bon, que les copains. J'ai essayé de faire le tri. Euh... Quel enfoiré! Alors ça devient un ennemi. C'est Nicolas Jean-Jean. C'est sûr que c'est lui. Que c'est moche. Alors voilà, bah c'était sur ces, ouais voilà. Bah, si il y a quelques dossiers qui vont sortir visiblement. Si Nicolas, parce que Nicolas Jean-Jean, c'est le mec des archives quoi. Si t'as perdu des photos un peu à la con, c'est lui qui a tout. Et visiblement vous l'avez contacté, à mon avis. Mais non, pas trop Ah, des, écoute, pas trop d'ennemis. Pourquoi? Parce que je m'embarrasse pas avec ça. Je trouve que quand même dans le rugby, il y a quand même que beaucoup de bons mecs qu'on découvre au fur et à mesure de sa carrière et des fois après, et juste des mecs avec qui on a joué les uns contre les autres et ça crée juste le lien pour après eh ben, enchaîner et découvrir le type dans sa vraie vie et du coup voilà, tu te rapproches finalement que des mecs avec qui tu as des affinités. Donc des ennemis, des mecs avec qui j'ai moins d'atomes crochus, j'en ai. Après, j'ai pas de contact avec eux, donc non, mais j'ai quand même croisé un paquet de bons mecs dans ma carrière. C'était quoi alors cette photo-là de Nicolas Jean-Jean, enfin ou d'autres sources, hein, parce qu'on va pas citer nos sources. Non, c'est vrai. Greg Lambeau, là. Alors là, c'est vrai qu'on aimait bien faire enfin, on faisait des déplacements quand même, Coupe d'Europe notamment, on partait souvent 1 ou 2 jours. C'était souvent un peu long, donc il y avait des moments où on craquait un petit peu. Là, je saurais pas te dire vraiment l'origine et pourquoi j'ai fait ça. Peut-être que c'était inspiré, on cherchait des photos à faire pour le calendrier des yeux du stade. C'est pas impossible, je sais pas, un truc comme ça. D'accord. Pas très réussi quand même. Bon, Vincent, toi, t'as arrêté ta carrière il y a 2 ans. Tu Ouais. as une entreprise hein, aujourd'hui. Bon, j'imagine que tu es aussi frappé et secoué par la crise comme tout le monde. Ouais, on est à l'arrêt complet. C'était, ben, j'ai plusieurs sociétés, mais dont une qui est tournée vers l'événementiel et le marketing sportif. Donc évidemment, bah, touché directement puisque tout est à l'arrêt. Donc on fait comme tout le monde. On essaye de continuer un petit peu avec quelques actions à distance, mais autrement, c'est vrai que tout est à l'arrêt et on a pris bah, les choses en main pour se faire aussi un peu aider par l'État pour pouvoir salarier tout le monde. On est plusieurs dans la structure, voilà, il y a Sylvain aussi et c'est vrai que bah il y a plein de choses qui ont été gelées. Donc heureusement, il y avait des projets sur du moyen terme et heureusement, on va se focaliser sur ces projets-là. Et c'est vrai que tout ce qui est du très court terme, l'événementiel bah, d'entreprise notamment, bah, on va attendre et on va voir comment ça repart après cette période de crise. Pour ceux qui ont la chance de parler avec Vincent pendant une demi-heure, tu parles très peu de temps de rugby technique, etc. Mais c'est un mec t'as dit que c'est tes parents qui t'ont poussé à tes études, d'accord, mais t'es quand même curieux naturellement. T'es porté vers les autres, vers d'autres cultures, vers juste une curiosité intellectuelle, tu vois, qui te pousse à faire plein d'autres trucs. Mais moi, j'avais une autre question, parce qu'on a vu malheureusement, bon, sans rentrer trop dans les détails, que tu as eu des gros pets, et notamment contre la SM à répétition, un peu Ouais, chat noir. 3 fois. Hein. Et ouais, pas drôle. Et je me suis toujours demandé, est-ce que toi, ça n'était pas un truc qui t'a aidé à rebondir aussi dans ces moments vraiment noirs et vraiment compliqués? D'abord, déjà, bah, bon, une vie de famille, j'imagine, des enfants, etc., ça aide beaucoup, des potes, de la famille. Mais c'est aussi de savoir que tu avais autre chose, quoi. Tu avais un autre truc qui allait te prendre tous les jours. Demain, tu te pètes un genou, et ben, tu es toujours Vincent Clair, le même homme, et tu te lèves les fesses et tu vas à Team One et tu essayes de créer d'autres trucs, etc. Est-ce que ça a été un moteur pour toi dans ces moments très durs? Ouais, alors déjà, c'est vrai qu'on n'a jamais trop parlé technique ensemble parce que je pense que, enfin, pour toi, la technique, il n'y a pas un grand intérêt à en parler. C'est quoi ton Et, surnom déjà? C'est quoi ton surnom déjà? non, Chicken c'est le vrai que poulet c'est sans pas, tête parce que tu ah, cours c'est pour partout, ça. ça Tu va vois, rien c'est savoir. pas un truc qui est venu naturellement entre nous, parler technique. C'était pas nos points forts. Et si, bien sûr, quand je me suis blessé, tu te dis, voilà, ça peut arriver. Donc tout ce que je fais à côté, c'est cette sécurité-là. Je suis pas à la rue. J'aurai des choses sur lesquelles me concentrer si vraiment ben, ces blessures, j'arrive pas à m'en remettre parce que une blessure, on met tout en œuvre pour revenir.
Mais c'est jamais du garanti. On ne sait pas si on va retrouver son niveau, qu'est-ce que ça va être derrière, si on est en fin de contrat, ce que ça va donner. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes autour de la blessure et le fait d'avoir des projets à côté au moins, même s'ils sont pas aboutis, s'ils sont en cours, ça donne un socle rassurant. On a besoin d'être en confiance. On est tellement assisté pendant notre carrière que dès qu'il y a un grain de sable, que ça marche un peu moins bien, on a besoin d'avoir des repères. Et je pense que de savoir qu'il y avait des choses à côté, c'était bien rassurant pour moi. Est-ce que quand même cette malédiction contre l'ASM, tu l'as un peu éclairci là depuis que tu as arrêté? Est-ce que Benjamin Ouais, fait alors partie des suspects? c'était surtout Roro, je crois, le chat noir. Alors écoute, je me blesse 3 fois contre l'ASM, une fois à Toulouse, 2 fois à Michelin, 3 fois tout seul. Bon, Laura. Donc quand je reviens donc du temps de Achille, je demande à Mourad Boudjéal, aux entraîneurs, je dis s'il vous plaît, franchement, on arrête clairement, c'est ma dernière saison, tout ça. Donc je devais jouer 3 matchs amicaux et le quatrième c'était Clermont cette année-là. Et il s'avère qu'il y a eu un problème sur ma licence. Du coup, interdiction de jouer les 3 premiers matchs amicaux. Et donc match de reprise de ma blessure du tendon d'Achille, Clermont à Mayol. Et là, franchement, j'en dormais pas. J'avais une angoisse de fou. Et je me suis dit, bah, de toute façon, il faut bien jouer. Après, le championnat démarrait. Et donc, du coup, la dernière année sur ce match amical, j'ai joué Clermont. Ça s'est bien passé. Je t'avoue que les 10 dernières minutes, je voulais plus un ballon. Je partais à l'opposé. Je voulais plus toucher un ballon. Je voulais plus me faire plaquer. J'ai dit, allez, ça va, j'ai fait 70 minutes. J'ai croisé les doigts, c'est passé. Et je me dis qu'allez, ça y est, le chat noir, il est passé. Mais c'est vrai que ça a été, à chaque fois, Clermont, j'y pensais, quoi. Parce que 3 blessures, enfin grave, c'est relatif, mais longue en tout cas, à chaque fois clairement, donc ça commençait à être un peu pesant. Benjamin, rien pour ta défense? Non, absolument rien. Ces connards de Toulousains qui en plus décident d'aller à Toulon après, bah écoute, ils peuvent tous se jeter à la mer s'ils veulent, parce que ils nous ont tellement fait morfler pendant ces années qu'ils vont pas me faire pleurer, je te le dis. Bon allez, on va quand même faire un petit water break là, puisqu'on est autour du bar. On se retrouve dans un instant. On fait une petite pause fraîcheur. Je vois Benjamin qui a un Avec petit plaisir. truc. Là. Hein, Yin Ouais, Yang, domaine de Sauzet. Ah, bah, attends, et il est vendredi 14h, moi je dis-nous ce que considère qu'on c'est. est en week-end, je vous le dis. Hein. Yin Yang, domaine de Je l'avais pas Sauzet, c'est prévu. délicieux. Je recommande à tous. Mais bah ouais, ouais, mais putain, mais, moi on j'ai pas trinque avec prévu. toi. Eh ouais, mais j'ai Ah pas ouais, t'as pas été anticipé là, vous me prévenu. faites envie. Mais Eh non. on va faire une petite pause et tu vas pouvoir aller chercher un petit breuvage. Retour dans 2 contre 1, le rugby décalé. Benjamin Kaiser, ça va toujours en forme après ce premier water break? Tout va bien, je suis désaltéré, ça va beaucoup mieux même. Ouais, on en sait un peu plus sur ta technique individuelle avec Vincent Clerc qui est notre invité. Vincent depuis Toulouse Ouais, et sa salle de muscu. Tu en fais souvent là en ce moment? As quand même une petite discipline Euh, de sport, je pense, Petite non? discipline du matin, ouais. Ouais, le matin, là, avant que ma femme parte bosser, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus calme avec les enfants. Les rares fois où je l'ai pas fait, j'avais tendance à être un peu trop dur sur les devoirs, quoi. À être un peu, tu vois, trop directif. Donc, je préfère m'épuiser avant et je me rends compte que je suis beaucoup plus calme après. moi ça me manque pas de m'entraîner, mais par contre, après la finale contre Toulouse, malheureusement perdue 16 juin 2019, j'ai absolument rien branlé pendant un mois. Au bout d'un mois, je devenais exécrable. Ça Ouais. impacte vraiment ta psychologie, quoi. Si tu veux, il a complètement raison. Tu vas, comment dire, t'es plus court à démarrer au quart de tour avec tes gamins pour une petite bêtise, à être irritable Exactement. et à faire un peu n'importe quoi. Et d'une, en plus, bah, t'es quand même pas, j'ai pas pesé 170 kilos toute ma carrière, donc j'avais envie de garder une certaine tenue pour maman. Mais c'est vraiment pour la tronche, il a complètement raison, parce que sinon, tu pètes un plomb. On revient quand même parce qu'on a parlé, on a évoqué un peu la carrière et notamment les coups durs, les blessures. On a commencé par les moments durs. Il y a eu les beaux moments. Toi, pour toi, dans tout ce que tu as gagné, puisque tu as quand même énormément gagné de choses, notamment la Coupe d'Europe 3 fois, mais t'as aussi, j'ai l'impression que le Brennus Salaud. représente plus que la Coupe d'Europe pour toi. Alors, il a été un peu plus dur pour moi parce que la première fois, je l'ai loupé. Enfin, je l'ai loupé. Je me suis blessé juste avant les phases finales, donc du coup, je l'avais pas vécu sur le terrain. Et après, j'ai 2008. réussi enfin, ouais, 2008. Et après, j'ai réussi à le gagner sur le terrain, donc il est arrivé beaucoup plus tard. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance, en fait, la Coupe d'Europe de la gagner d'entrée. Je suis arrivé quelques mois plus tard, on avait la chance d'être champion d'Europe contre l'USAP.
Et 2 ans plus tard, on l'a regagné. Et comme le Brennus a mis plus de temps à arriver et que finalement je l'idéalisais peut-être un peu plus quand t'es jeune, quand t'es gamin, tu penses plus au Brennus qu'à la Coupe d'Europe, même si après le ressenti est le même finalement. Tu vas au bout d'une compétition, tu la gagnes. Mais du coup, je l'ai tellement attendu le Brennus que peut-être qu'il a eu une saveur un peu différente. Ça c'est en 2011, hein, c'est finale après Montpellier. Ouais, Euh, ouais, si j'ai pas les finale où bêtises, t'étais, c'était ça. ouais, ouais, finale où t'étais pas titulaire. Hein. Ouais, parce que alors pareil, juste avant la demi-finale, je me casse les côtes quelques jours avant sur un entraînement en opposition, donc je peux pas jouer la demi et je reviens dans le groupe pour la finale. Mais donc du coup, comme les mecs avaient fait un bon match et notamment il y avait des monuments, hein, il y avait Roups, Sosoni Buka qui jouait à une aile. Je sais pas si c'est Yves Dongui ou Max Médard à l'autre aile. Et bref, donc du coup, je suis remplaçant et voilà, je rentre et sur la dernière, en fait, c'est là où j'ai fini par la gagner en étant titulaire sur le terrain. Mais c'est vrai que ça a été un peu plus laborieux pour moi de gagner le Brennus. Ouais, côté laborieux, Benjamin il s'y connaît. Hein. Enfin, je veux dire en Oh, les il dernières va nous années. faire pleurer, le mec. Il est triple champion. Mais au final, tu finis sa phrase, il est triple Non, champion de mais France, triple champion d'Europe. Oh non, la mais vache, ce que ça je c'est veux dire, c'est que laborieux. Hein. j'ai plus attendu. Ouh. Non, mais tu t'en rends compte après. Je trouve que c'est dur. Sur le coup, j'ai eu de la chance de jouer dans dans une période exceptionnelle du Stade Toulousain et chaque année on visait des titres, mais comme Clermont en fait, sauf qu'il y a eu moins de réussite. Dans la régularité, c'est sûrement Clermont qui a dominé le championnat pendant presque 10 ou 15 ans. Ah, on n'a C'est pas de pour ça que je les musique, aime hein, bien les sinon je. Clermontois. Non, mais je suis un empathique de nature. Après, je suis quand même content qu'ils soient de mon côté quand même. Ce que j'allais dire, il est gentil, mais il nous file pas son bonus quand même. Hein. Je voulais revenir quand même sur peut-être où en fait c'est en 2003 où tu es champion d'Europe avec ce casque. On va dire, tu nous disais que c'est arrivé très tôt, hein, ce titre européen. Tu marques un essai en Ouais. finale, c'est contre Perpignan. Il faut quand même qu'on revienne sur cette période du casque quand même. Ouais. Alors, casque, c'est juste avant d'arriver en Pro D2 avec Grenoble. Je joue contre Bourgoin. J'essaye de mettre un caramel à un mec, ce qui m'était jamais arrivé. Évidemment, j'ai pas réussi et je me suis déchiré l'oreille. Donc j'avais eu une quarantaine de points de suture et du coup, j'avais mis un casque et donc et très vite après, je suis passé en Pro D2. Puis je suis allé au Stade Toulousain, en équipe de France et en fait, c'était devenu quelque chose qui me protégeait. En fait, je montais les étapes avec ce casque. Il y avait quelque chose qui était devenu rassurant pour moi de l'avoir. Mais en fait, j'arrivais plus à l'enlever. Donc je le mettais plus à l'entraînement, mais j'arrivais plus à l'enlever en match. Sauf que quand même, ça a tendance un peu à t'enfermer. Alors déjà, et alors, si on m'a appelé, tu l'as très bien dit tout à l'heure, chicken, c'est pas pour rien. C'est que j'avais tendance à pas trop voir ce qui se passait autour de moi, ni à trop voir. Et une fois, le casque, il est venu, il est tombé un peu sur les yeux. Et je continue à courir le bras en avant pour essayer de rafouter ce que je voyais pas. Et donc, Xavier Garbajosa m'a appelé Chicken et donc du coup voilà, donc j'ai fini par l'enlever en 2004 contre l'Écosse. J'étais remplaçant. J'ai dit bon allez, cette fois je vais rentrer, si je rentre c'est pas longtemps, je remettrai pas le casque. Bon, je suis jamais rentré, mais j'ai jamais remis le casque et c'est vrai que je me sentais un peu plus libre après. Ah ben, tu sais qu'on a retrouvé l'origine du casque, regarde. Oh là 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 là, énorme. Et tu sais que oh merde. Mais alors là, il y a le frère de Geoffroy Messina, je pense. Il y a David Dussert. Ah oui. Il y a Julien Caro et Régis Sigouard, je pense. C'est ma période centre Ah de la formation de SIG. Grenoble. Ouais. Mais c'est génial. Mais je l'ai jamais eu Ouais, cette ouais, photo. ouais. Vous êtes bon. Là, vous êtes Bah, très ouais. bon. Mais quand même, Ah, tu c'est le portais génial. pas mal, le casque Je en le portais rafting. déjà pas mal. Je le Ouais. portais déjà pas mal. Franchement, si j'avais vu cette photo avant, de mettre mon premier casque, peut-être que je l'aurais jamais mis, tu vois. Après, quand même, il y a une photo qui est exceptionnelle, c'est la suivante où tu affrontes pour ta deuxième sélection, je crois, Jonah Lomu, Ouais. avec ton casque. Ah, T'as vu, c'est il faisait énorme. pas le malin d'ailleurs. Non, mais alors, c'est dommage parce qu'on voit l'arbitre. En fait, l'arbitre est rentré sur le terrain, donc en fait, cette action n'a pas été validée puisque il avait sifflé l'arbitre. Mais bon, je l'avais tenté, c'est passé. Je la garde dans mes souvenirs photos. Mais c'était extraordinaire, ouais, parce que je joue ma première sélection à Marseille contre les Sudaf et deuxième match, John Alomou, quoi. Donc
Mais pareil, quand Ah tu oui. démarres, je sais pas si c'était pareil pour toi, Benjamin, c'est que tu te rends pas compte de tout ce qui se passe. C'est l'euphorie, t'as l'impression d'être un super-héros, t'as peur de rien, et donc John Alomou, bon, tu te dis pourquoi pas, de toute façon il a écrasé la moitié de la planète, s'il m'écrase, je serai un de plus sur son passage, donc peu importe. Donc du coup, c'était plutôt un jeu et un défi, et ce jour-là, ça s'est pas trop mal passé, même si la première action, j'essaye de faire exactement cette première action aussi. J'essaye de lui mettre un 4D dans mes 22, et j'ai pris un tampon monumental. Et puis voilà. Puis après, c'est les seules fois où après je me suis envoyé comme un fou. Mais c'était franchement ce mec, même s'il n'était pas au meilleur de sa forme quand je l'ai joué, quand il est rentré sur le terrain, il était plus costaud que tout le monde, que tous les avants, que les deuxièmes lignes. T'avais juste envie de le regarder et de te dire mais comment ce mec il peut courir aussi vite, comment il est aussi costaud. Et voilà, et mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu échanger mon maillot avec lui. Voilà, il n'avait pas voulu à la fin. Et il m'a dit qu'il avait promis à son fils ce maillot contre la France. Donc du coup, mais j'aurais bien gardé un maillot de John Alomou quand même. Ouais. Et t'en as combien Mais bon, de il est Benjamin validé. Kaiser? Euh, de, de... Alors c'est pareil, il a jamais voulu me l'échanger. Mais lui, c'est juste parce qu'il me dit j'échange pas avec les trois quarts. Tu vois? C'est du Ouais, sectarisme. quand t'en as 67, Ouais. 67, tu peux les échanger. Hein. Quand t'en as à moitié moins, tu essaies de faire gaffe. Et puis voilà. Alors tu sais Et- que et- alors j'en ai donné quelques-uns, mais alors je sais pas toi, mais moi, les maillots, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Et j'ai eu du mal. Alors, j'en ai changé, mais j'avais toujours peur que ce soit le dernier. Donc, j'en ai quand même pas Hmm. mal parce que j'en ai beaucoup gardé. Bon, j'en ai donné à alors pour des assos un peu, mais à des gens proches de moi, beaucoup, de la famille, des amis et proches. Mais c'est vrai que j'avais du mal quand même à m'en séparer parce que, voilà, j'avais toujours l'impression que ça pouvait s'arrêter. C'était un peu la collection, quoi. Moi, pour ça, je suis assez matérialiste pour peu de choses, mais pour les maillots de rugby, assez. Ouais, mais ouais, et je crois que pour que les gens comprennent aussi, la particularité des Blacks, c'est qu'ils en ont un seul des maillots. Nous, en équipe de France, on en a deux, donc à Ouais. la limite, les mecs veulent bien les échanger. Donc, tu vas, généralement, déjà, les All Blacks viennent jamais dans ton vestiaire, c'est toi qui vas dans le leur. Et 90% Ouais. du temps, tu prends un raffut quand tu demandes à changer, comme t'as l'impression d'être un Ouais. ramasseur de balles de 14 ans, avec marqué Société Générale sur le cœur, tu sais. Et tu prends une espèce de raffut. Non, non, merci. Ton 16 là, avec la pintade dessus, non, no thanks. C'est bon. Passe à autre chose. Je le garde pour des moments spéciaux. C'est Mais en fait, ce que tu comprends après, c'est qu'ils en ont un seul, ils les gardent, ils sont brodés. Donc quand Mm. on a un, c'est mortel et tu le gardes. Quoi. Ouais, j'ai celui de ah Joe ouais, Rokosoko après le quart de finale 2007 qui voilà pour eux Ah, c'était quand même magnifique. dur hein, de perdre un quart de finale et il me l'avait donné, on avait parlé longtemps après et ouais ça c'est un super souvenir. ouais, c'est spécial. Les Blacks d'ailleurs, on se prépare un peu spécialement. Je crois contre les Blacks. Ouais. Benjamin, t'as retrouvé une vidéo, je crois, hein, Bah, c'est la de préparation Vincent. mentale, tu vois. Regarde, c'est la veille du match, il faut absolument se mettre dedans, les yeux bandés pour pas avoir, parce qu'il a peur, tu vois, d'affronter ce John Alomou, mais ça l'a marqué quand même. Hein. La chorégraphie Putain, est pas parfaite, je vais mais appeler je vais pas dire le mot de Nico Jean-Jean. Alors t'as remarqué que comme je sais quand même que j'ai une tête qui fait pas très peur. Pour avoir un peu de crédibilité, j'ai préféré masquer le visage tu vois, autrement, ça l'aurait pas fait. Mais il y a quelque Alors chose, c'est quoi. Hein. quoi? Tu peux quand même nous resituer le contexte là? Alors, je crois qu'on est toujours dans la même soirée. Visiblement, cette soirée, tu vois, j'étais très inspiré. Et, et alors, pour ça m'est les revenu, mecs je qui crois prenaient des que, châtaignes 2 jours avant les matchs, en fait, tu sais. non, je crois qu'on était à Glasgow. On était à Glasgow. Et alors, je sais pas toi si ça t'est arrivé, mais globalement, quand on allait à l'étranger, que ce soit Pays de Galles ou Écosse, il y avait toujours une merde la veille du match. Ce soir-là, je sais pas si c'est ce soir-là, mais il me semble, il y avait eu l'alarme. Pareil, 1 heure du matin, alarme. Tout le monde oublié de sortir dans la neige, donc tout le monde à moitié, enfin en caleçon, les pieds dans la neige, 1 heure du matin. Donc voilà. Donc je pense que derrière, on avait plus 15 trop juillet envie à de Glasgow, dormir. 30 centimètres de neige, Voilà. Et bien du sûr. coup, je crois que voilà, j'avais envie de me défouler un petit peu, ouais. Ouais. C'était pas la veille du match contre le Moule. Enfin, c'était pas le même truc. Je crois que j'ai moins bien dormi la veille contre le Mou. Les 2 fois où j'ai fait des insomnies, pour te dire, ça a été à chaque fois où ça a été quand on a battu les Blacks en quart de finale ben, à Cardiff.
Et la fois où on passe en finale, on bat les Gallois en demi-finale, et là, impossible de trouver le sommeil parce que je crois qu'il y avait eu, c'est les seules fois où j'ai pris conscience un peu de l'événement, de ce qui se passait, et je ressassais. Et puis c'était un véritable honneur. J'avais presque pas envie de dormir pour profiter un peu de l'instant. Et quand c'est arrivé en 2011, à Auckland, j'arrivais toujours pas à dormir. Il était 2, 3 heures du matin, donc je suis parti, j'ai mis la musique et je suis allé me balader dans les rues d'Auckland jusqu'à peut-être 6, 7 heures du matin. Donc c'était marrant parce que moi j'étais un peu dans ma bulle, tranquille, avec la musique, à me balader, à essayer de me refaire le film de ce que ça pourrait être la finale. Et derrière, je voyais tous les mecs qui sortaient de boîte complètement ivres. Voilà, tu peux imaginer le scénar à 6, 7 heures du matin. Donc c'était assez cool, mais c'est les 2 fois où j'ai eu des insomnies. Jamais veille de match, mais après match sur des bons moments. Si tu avais besoin d'une traduction, tu aurais dû demander à Loulou Picamol, hein. Toujours dispo, toujours là. Why you Ouais, continue? c'est vrai. Why you continue? Et t'as souvent été traducteur quand même, Benjamin, toi. Ouais. Malheureusement, je suis trop honnête, donc j'ai pas réussi à tourner les situations en ma faveur, tu vois. Non, Mais mais souvent notamment, traducteur. t'as été le traducteur de Jacques Delmas au Stade Français, Jacques Delmas qui a lancé Vincent à Grenoble. Ouais, Ouais, c'est vrai. ouais. Pourquoi t'as Traducteur de été le Jacques Delmas, traducteur de Jacques? ça vaut son pesant d'or. Ah, parce que Jacques Delmas a découvert le phénomène James Haskell qui a débarqué en 2009 au Stade Français. Et quand tu connais un petit peu Jacques, sa conception du rugby, quand tu connais un peu James Haskell, sa conception du rugby et son personnage, ça pouvait que classer, quoi, si tu veux. Donc moi, j'ai eu des grands moments de solitude quand il me disait, écoute-moi, Benjamin, tu lui dis à James, quand il se refaisait le pento, Jacques, tu sais, pento, l'idée de partout, et tu lui dis à James, c'est un joueur de merde, et s'il continue à jouer comme une merde, je vais prendre ce contrat de merde et le déchirer. Et alors moi comme ça, rouge écarlate, tu sais, devoir traduire un truc comme ça, non, là je suis pas trop sûr. James, il a pas l'air d'être complètement satisfait de tes performances. Il me semblerait bien que tu te pousses un peu plus, machin. Enfin bref, ouais, c'était un sketch. Parce que tu pouvais traduire aussi ses expressions de français en français, parce qu'il a quand même des expressions bien à lui. Ah mais il était Comme quoi, lunaire. par exemple. Et mon kéké, on a 4 au talonneur. Mais regardez, on a un 5e au talonneur, Julien Arias. Ah oui, ça il faisait ça aussi. La bulle, tu comprends rien. C'est-à-dire que si t'étais nul, c'était pas, tu vois, il te montrait bien que, tu vois, ça valait 0, quoi. Ça vaut 0. Et pas la peine d'aller sur les Champs-Élysées, hein. On en a un d'illuminé, les illuminations des Champs-Élysées. C'est Olé Philippe, regardez-le. Il a pas la lumière à tous les étages, celui-là. Ah non, Ah, c'était Jacques, c'est lunaire. un Cette bon année-là, souvenir, elle était ouais. extraordinaire. Ah, c'était énorme. Ouais. Mais Jacques, il a été important là, à cette époque du centre de formation de Grenoble, Vincent, parce que c'est lui qui t'a appelé. Je crois que tu partais en vacances avec tes parents et pour partir en stage avec la première, c'est ça? Exactement. Donc je sortais d'une année Réchelle avec Yves Pinotti. On avait fait une super, enfin moi c'était très bien passé. Et le club descend, c'est l'époque où il y avait quand même pas mal d'étrangers à Grenoble. Il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, Mayer Offleur, Diego Albanese, il y a Brian Liebenberg qui venait d'arriver. Bon. Et du coup, le club descend, donc tout le monde part, tous les étrangers partent. Et du coup, ils sont obligés de faire appel aux jeunes. Et Jacques m'appelle effectivement et il me dit voilà, bon, il me connaissait pas, hein. On aimerait bien que tu intègres le stage. Je partais en vacances avec des potes. Et je sortais je sortais d'une année en junior. Et donc du coup, je pars. Il me dit bon écoute, tu pars une semaine, tu reviens et t'intègres le stage. Ça m'allait déjà bien, tu vois, ce casque. Ah ouais, Maillot un peu large. ce casque, il a al dente celui-là. Waouh. Et du coup, ouais, je rejoins le club. Et puis voilà, et puis la prépa se passe plutôt bien. Je joue les premiers matchs et il m'arrive une petite mésaventure, tu vois. Donc on est à Bayonne. Je sais plus si on gagne ou on perd. Je crois qu'on gagne. Et en fait, les mecs veulent sortir, tu vois. Mais bon, moi, je suis un peu jeune, tu vois. C'est mon 2 ou 3e match. Je dis OK, mais style à 1 heure du matin, je rentre à l'hôtel tranquille. Et les mecs rentrent à 6 heures du matin, chaud quoi. Et donc ils sont éméchés complètement. Il n'y avait pas Geoffroy dedans. Il y avait d'autres mecs, je ne pourrais pas dire. Et donc les mecs ils me disent bon voilà c'est bon allez viens on va au petit déj et tout habille-toi. Donc à 7 heures du matin on descend au petit déj mais les mecs étaient cramés. Sauf que moi bon je m'étais couché. Et donc on tombe sur Jacques. Donc persuadé que j'étais sorti avec les mecs. Et donc là il me prend dans le viseur
Et il me dit, écoute, t'es sorti, nani, nana, c'est inadmissible ce comportement. Non, je pense qu'on avait perdu d'ailleurs. Et là, Tricard, il me dit, bah, tu vas retourner, donc le seul de la bande, tu vas retourner en espoir et tu vas aller jouer en espoir. Et donc, petit article dans le Dauphiné, en plus, tu vois, content, tu vois, fier pour mes parents. Vincent Clerc, sorti, nana, triqué du groupe, il repart en espoir. Donc, dégoûté, j'avais pas osé dire que j'étais pas sorti, tu vois. Et du coup, en fait, je redescends et je fais un match contre le Stade Français en espoir. Je me souviens, il y avait Raph Poulain d'ailleurs. Et moi, c'était énorme de jouer face à Raph Poulain qui était déjà en première. Je pense qu'il revenait de blessure. Je joue ce match, ça se passe bien et Jacques me rappelle. Et à partir de là, je suis plus ressorti du groupe de Pro D2, mais ça avait été un démarrage. Mais ouais, il m'a fait confiance. C'est lui qui m'a donné ma chance. Ouais. Et avec ses expressions, avec sa gouaille et son traducteur, donc Et son Benjamin K. traducteur, C'était moi. c'est tout un art. Ton père, il a quand même compté parce que ça a été un exemple, ça a été un bon joueur, ton père. On le sait pas forcément, mais ça a été un bon joueur Ouais, il a de été. Grenoble. Ouais, c'était un joueur de Grenoble. C'était de 76 à 80, 82. Et il a joué à Grenoble à l'aile. Pour la petite anecdote, et j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, le premier match de Guy Noves, ben, c'était face à mon père. Alors pas sur la même aile, mais à son premier match, c'était ben, voilà, sur le terrain, il y avait mon père, donc c'était un clin d'œil assez sympa. Et ouais, ça a été. Moi, j'ai commencé le rugby un peu comme ça. J'ai commencé à retrouver des articles de mon père, des articles Midol. Donc je m'étais amusé à les rassembler, à en faire une espèce de book pour la fête des pères. Et voilà, il y avait de la fierté. Puis j'ai commencé à jouer au rugby comme ça. Et je me souviens là, c'est un match avec les Six Roses. Six Roses. Et c'est le club des Ouais. anciennes Grenoble. Et moi, c'était l'époque où il y avait Cambé, il y avait que des mecs. Il y avait bon, des mecs Alain Thomas, Claude Chenevet, des joueurs qui avaient marqué Grenoble et qui jouaient encore régulièrement ensemble. Et moi, mon rêve, c'était de jouer avec eux. Et quand j'ai eu 15-16 ans, j'ai commencé, mon père, il a commencé à me faire venir, à jouer un peu avec eux sur les matchs amicaux. Et ce match-là, je crois, j'ai été invité au jubilé de Cambé, de Didier. Il y avait Sella, Philippe Sella. Ça devait être 1 ou 2 ans avant que j'arrive à Toulouse. Et en fait, à la fin, j'étais allé voir parce que voilà, Philippe Sella, idole, et il m'avait donné ses chaussettes à la fin du jubilé. C'est quand j'avais joué avec mon père. Donc, ouais, ça, c'est un très très bon souvenir d'avoir pu jouer avec mon père. Voilà, non, ben, le trait d'union, tu l'as donné. C'était quand même une relation par quand tu étais joueur et que Guy était aussi ton beau-père. Et il l'est toujours. Ouais, il est toujours. C'est arrivé 3 ans après que je sois arrivé à Toulouse. Effectivement, j'ai rencontré sa fille, donc ça a été un peu dur pour moi au début. Euh, pas vis-à-vis de Guy, parce que Guy il sait faire la part des choses, mais j'avais quand même peur de l'image que ça pouvait renvoyer aux autres joueurs de l'équipe. Donc j'ai eu du mal à assumer au début, puis bon, comme j'ai senti qu'il y avait quand même quelque chose de particulier avec ma femme, eh ben, j'ai décidé de vivre la relation sérieusement et puis voilà, puis ça s'est passé naturellement en fait pendant quasiment 10 ans. On se voyait très peu en dehors, on se voyait 1, 2 fois, 3 fois par an maximum, mais on se voyait déjà tellement à l'entraînement qu'en dehors on faisait la part des choses et c'est finalement qu'à la fin de ma carrière, quand je suis parti de Toulouse, que lui, mais lui aussi, et il avait envie de garder, de cloisonner un peu les choses, rugby, famille. Et du coup, on l'a quand même très bien fait. Et puis, une fois que je m'étais fait chambrer pendant 6 mois par les potes, c'était passé. Et moi, ça m'a donné, je pense, un devoir d'exemplarité. Je voulais pas et je pouvais pas accepter qu'on dise il joue parce que c'est le gendre de Guy. Donc du coup, ça me devait un devoir de performance. Et d'ailleurs, Guy a pas hésité à pas me mettre dans le groupe sur une demi-finale de Coupe d'Europe ou remplaçant sur une demi-finale de championnat parce que je le méritais pas. Et de toute manière, j'aurais pas accepté de jouer parce qu'on sait, enfin Benjamin il le sait, tu sens quand tu mérites de jouer ou pas. Et du coup, ben, ça a toujours été assez clair et ça s'est bien passé pour ça, je pense. Alors, ce qui aide quand même, c'est que t'es pas trop dégueulasse comme joueur de rugby, donc à la limite, ça devait te rendre crédible dans les compositions d'équipe. Mais n'empêche que tu dis que vous avez dû séparer vos vies, ça c'est une certitude. Mais le roast beef du dimanche midi, il doit être meilleur quand t'as mis une branlée la veille que si t'as perdu à la tôle quand même, non? Mais on le faisait pas. On le faisait pas. J'y allais jamais le dimanche. J'y allais jamais parce qu'on se voyait toute la semaine. Et puis voilà, c'est vrai que
Il y avait cette pudeur qu'on a. Et même, je vais te dire, hein, après 10 ans, même quand j'ai eu mes enfants, souvent, quand on finissait l'entraînement, lui, il partait un peu plus tôt, moi, le temps que je fasse la récup et tout. Il venait voir ma fille. Et quand j'arrivais, au moment où j'arrivais, il partait. Mais au bout de 10 ans, je lui disais, Mehdi, c'est bon, tu peux rester. Mais il y avait toujours ce truc, ok, on est quand même cette relation joueur-entraîneur. Donc, on avait une très, très bonne relation. Mais il avait toujours l'impression de gêner ou d'être envahissant. Et donc, du coup, il se mettait en retrait. Et je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné. Mais comme c'est quelqu'un d'honnête, voilà, ça a pas posé de problème. C'est plus à moi que ça a posé des problèmes au début, en fait. Ça veut dire que là, vous vous êtes rapprochés aujourd'hui de fait. Vous parlez plus que Ouais, quand. ouais, on se voit effectivement, on se voit plus. Puis c'est vrai que j'ai 2 enfants maintenant. Lui qui a plus de temps aussi, bah, il a envie de profiter de ses petits enfants, donc on se voit plus régulièrement. Et c'est vrai que c'est plus simple. À partir du moment où je suis parti à Toulon, c'était même ouais plus facile en fait de se dire voilà maintenant on n'est plus obligé de faire attention quelque part, même si on se l'est jamais dit. On n'était pas obligé de faire attention à nos relations parce que voilà il y avait plus de relations entraîneur-joueur. Tiens, je voulais te montrer la photo 19, là, celle de ton où tu bats le record. Je crois que c'est contre Agen, c'est avec Toulon. Juste bon, ce record, il est quoi? Il était important ou vraiment on va dire, c'était aussi la pression médiatique entre guillemets qui faisait que tu avais envie de le battre. Alors le record non, mais je t'avoue que ce centième essai en fait il est plus important que le record. Le centième parce qu'en fait j'étais arrivé la première année à Toulon et on l'a dit je me blesse d'entrée, voilà alors que c'est une blessure que j'aurais dû éviter mais bon bref je me blesse et derrière j'avais envie de marquer des essais, j'avais envie de rendre aussi au club de Toulon et à Mourad Boudjelal la confiance qu'il m'avait donnée et il m'a tendu la main 2 fois quand même quand ça s'est mal passé avec Toulouse sur la fin et quand je me suis blessé il aurait très bien pu me dire ben voilà on arrête et il m'a redonné une deuxième fois ma chance et donc là de marquer symboliquement ce centième essai ça c'était important pour moi parce que j'avais envie de marquer le 101e c'était anecdotique j'ai bien aimé la façon dont ça s'est passé parce que c'est Hugo Bonneval qui me l'offre. Hein, j'ai rien à faire, mais je trouve que ça représente pas mal ce que j'ai vécu dans le rugby, c'est-à-dire voilà des potes. Et en fait, tous les mecs avaient envie que je le marque, tu sais, plus que moi. Ils m'en parlaient toute la journée. Ils me disaient bon, les mecs, si ça faisait partie du discours d'avant-match. Les mecs, s'il y a un mec qui est dans l'embut avec le ballon, il attend Vincent, il va lui donner. Mais je trouvais ça trop marrant. Je leur disais non mais les mecs, c'est bon. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Et en fait, Hugo, en plus, c'était rigolo. J'avais tourné une pub avec lui quand il était minot. On avait tourné une pub tous les deux au Stade Toulousain, donc c'était trop marrant. Et que lui me l'offre. Voilà, ça avait une symbolique sympa pour clôturer ma carrière parce que c'était mon dernier match, une des dernières actions et voilà c'est plus la symbolique qui est cool. Après le centième était important parce qu'effectivement il y avait beaucoup de pression autour, on m'en parlait tout le temps donc ça commençait à me ronger. Une fois que j'ai passé ce centième essai, j'étais libéré. Le record c'était anecdotique. Toulon, pas de regret? Non, aucun, c'était génial. Je regrette de pas avoir plus parler de m'être blessé au début parce que je pense que j'aurais dû l'éviter, j'aurais dû m'écouter, je savais que ça allait pas et j'ai forcé parce qu'il y Tu avait, regrettes pas on d'être arrive parti de dans un nouveau Toulouse? club. Je regrette la manière dont ça s'est passé parce que ça s'est passé, j'étais déçu par des personnes au club et Ah, j'ai dû ça y partir de est. Toulouse en l'espace de, ouais, ça s'est mal passé. C'est vrai. Ça s'est mal passé, ouais, là pour le On coup, tient un ouais, parce truc. que les Il rebalance sur Toulouse. On l'a eu à l'usure, c'est bon. Et non, ouais, les dirigeants en place, je trouve qu'ils n'ont pas été honnêtes avec moi. Moi, ça faisait 15 ans que j'étais au club. J'étais en fin de contrat. Je leur avais dit qu'il n'y avait pas de problème si ça devait s'arrêter là. Pendant des mois, ils ont tenu à ce que je reste. On parlait de projet de reconversion. Et en fait, début mai, j'ai appris qu'ils me gardaient pas, qu'on me proposerait rien en fait. Et j'ai trouvé ça malhonnête en fait. Et du coup, je leur en aurais beaucoup voulu parce qu'en une semaine, ben d'ailleurs, dernier match à Toulouse contre Clermont. Dernier match de championnat contre Clermont à la maison, à Ernest Vallon. Et donc, quand faut s'organiser, quand tu as 15 ans de club,
que tu dois, t'as envie que tes proches, tes amis soient là pour ton dernier match. En une semaine, tout gérer, puis en pensant à vite, il faut que je trouve une baraque, puis finalement, il faut que je change l'école de mes gamins, puis il faut dire à ma femme qui avait trouvé un job, qui devait s'associer en tant que médecin. Je lui dis, bah non, finalement, tu peux plus parce qu'on part à Toulon. Je l'aurais beaucoup voulu, ouais, parce que je trouve que ça méritait une sortie différente. Et donc voilà, c'est passé. Et heureusement que Toulon m'a tendu la main pour finir ma carrière sur le terrain, parce que sinon, je pense que j'aurais une rancœur bien plus grande si j'avais pas pu continuer à jouer. Ça veut dire que là, tu vas plus, là, au Stade Toulousain? Si, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, les personnes avec qui ça s'est mal passé n'y sont plus. Mais en fait, j'en ai voulu aux personnes concernées, mais pas au club. Le club, moi, c'est extraordinaire ce que j'ai vécu, et j'adore ce club, et j'adore les Toulousains, et ceux qui sont en place, tout le monde. Mais je trouve qu'il y a des personnes qui ont été pas honnêtes à ce moment-là. Mais j'en voulais pas au club, hein. Toulouse, c'est mon club, c'est là où je me suis construit, et je continue à y aller avec grand plaisir. J'ai des potes joueurs, j'ai des potes qui sont maintenant entraîneurs, encore dans l'administratif, donc il y a aucun souci avec le club. Mais tu pourras lire, si tu veux, si tu lis mon bouquin, il y a les noms qui sont cités. Ouais, Il mais, est malin celui-là. Il est mais malin. avec le confinement, moi, je fais pas d'achat sur Amazon, hein. Je respecte quand même Je les te, principes, hein. écoute, je te propose de m'envoyer ton adresse. Il doit me rester quelques exemplaires. Je te l'envoie. Ok, ben on va faire une petite pause fraîcheur, comme on dit sur les terrains, Ça hein, marche. un petit water break. Ouais, parce que j'ai la bouche un peu sèche, moi, parce que je n'avais pas été prévenu. Ouais, c'est la troisième et dernière partie de 2 contre 1 avec Benjamin Kaiser et Vincent Clerc, notre invité Vincent qui est avec nous. Alors Vincent a dit du mal dans les 2 premières parties. Voilà, on a vu que bon, il était pas toujours très sérieux, qu'il faisait la fête et tout. Enfin bref, hein, c'est pas que le beau gosse dont on parle. Et ben là, on va en savoir plus parce que ben, c'est la partie où on va se lâcher un petit peu plus sur notamment les troisième mi-temps, etc. Alors on a parlé de ton record d'essai, Vincent, et on t'a demandé de faire ton 15 de ceux qui pourraient être des jaloux de ton record d'essai, des gens avec qui tu avais joué et qui peut-être sont peut-être des jaloux entre guillemets de ton record d'essai. T'as mis qui dans ce Alors, 15? j'ai mis Cali, j'ai mis Jean-Charles Lorioli, j'ai mis Sensu Johnston en première ligne, non? Alors, explication. Alors, bon, Cali, parce que toujours, il a fait partie de ses premiers piliers. Bon, déjà, il se coupait les manches là pour avoir des débardeurs pour qu'on voit les billes. Il aimait bien se mettre en avant, et du coup, je sais que lui, il aimait bien croquer, tu vois, marquer des essais. Hein, tu vois, bon, je veux dire, ça fait partie des premiers avants qui ont aimé se mettre en avant, tu vois. Après, ça s'est vachement démocratisé. Ah ouais. Ça veut dire que l'avant est devenu un peu trois quarts, quoi. L'avenant est beaucoup devenu trois quarts, ouais. Et donc c'est pour ça qu'on en arrive à Jean-Charles Arioli juste après. Jean-Charles Arioli, toujours dans la ligne de trois quarts, qui aurait pu jouer 10, et qui aime bien marquer des petits essais, tu vois. Toujours, tu vois, le talent, la technique, tu vois, la vista, mais des fois, tu vois, il aime un peu trop être dans la ligne de trois quarts, donc fait partie des mecs qui aimaient bien marquer des essais. Ah ouais. Pour la petite Mais histoire, Vincent, la seule raison pour laquelle je signe à l'ASM, c'est parce que dans le système Verne Cotter, tu as quand même Mario Ledesma qui marque 15 essais par saison, C'est vrai. bloqué dans un bloc à l'aile et tout. J'arrive le 3 juillet 2011, reprise de l'entraînement, le 4 juillet 2011. Les gars, on va changer tout le système. Le talonneur au milieu, tu fais les racks, c'est terminé à l'aile, machin. J'étais dégoûté. J'ai marqué un essai en 10 ans, je crois. C'est vrai que, Ça devait être Mario un ballon Ledesma, il en porté. a marqué quelques-uns. Mais il faisait que ça, il était à l'aile. Bon, après, on avait Naps Ouais. Nalaga qui devait faire 125 bars et Ouais. Julien Baldieu qui faisait 115 bars. Donc lui, il a eu l'idée de génie de dire on a des ailiers, c'est des dinosaures, on va leur filer des ballons de partout plutôt que de les attendre qu'ils arrivent à l'aile et on va complètement changer le truc. Voilà. Donc moi, un essai en 10 ans. Voilà. merci Verne. Merci, Verne. Bon, alors après, dans ton 15 des jaloux de ton record d'essai, il y a Sensu Johnston, alias Sushi. Ah, Sushi, une machine de guerre, hein, un des piliers les plus athlétiques du championnat. Ouais, mais quand il perçait, tu pouvais être sûr qu'il
qu'il allait tu sais, quand on te tend le ballon et que tu le vois jamais arriver. Bon, ben, Sensu, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'il avait cette élégance pour te faire la fin de passe et pour essayer d'aller entre les perches, de faire laisser le plus spectaculaire possible. Mais voilà, Alors, quel talent. Mais le nombre de fois où il a percé, où il a pas donné, je pense que voilà, Sensu, il méritait d'y être dans ce 15. tu veux dire que c'était pas le roi du 2 contre 1, quoi. Ben, il savait, hein, mais il avait quand même envie. S'il avait fait plus de 20 mètres, il disait là, je peux vraiment passer à la télé en boucle, et là, faut que je le finisse ce coup. Donc, du coup, il tentait des petits coups de pied par-dessus, la totale, il nous a fait. Deuxième ligne, tu as choisi Greg Lambolé et Joe Suta. Ouais, alors, Greg Lambolé, parce qu'en fait, j'ai revu il y a bon, je crois que c'était l'année dernière, enfin, notre ami Bertrand Guillemin qui avait fait un résumé un peu de tous mes essais. Et en fait, je me suis rendu compte que Greg, il était constamment à côté de moi. C'était toujours le mec qui me félicitait. C'était toujours lui qui me filait le ballon. Ou, tu sais, on était sur la même action, mais comme j'allais un tout petit peu plus vite, c'est moi qui marquais. Mais Greg, je pense que ça a été le mec qui est sur toutes les images de mes essais. C'est le seul. Sur un essai, et C'est le il est Poulidor. sur 95. C'est le Poulidor Ouais. des marqueurs d'essai, quand t'as compris. Donc, et puis après, il en a marqué quelques-uns, Greg. Donc, je sais que, tu vois, s'il avait pu m'en chipper à 2-3, ça lui aurait fait plaisir. Mais après, il l'a fait avec plaisir. Il a été cool parce qu'il m'en a donné quelques-uns. Ouais, c'était quand même un excellent joueur dans le mouvement Ah ouais, collectif. ouais, bah, il avait la vision d'un 3. Il anticipait toujours les bons coups. Il savait là où Bah, ça allait, numéro où ça 8 allait de marquer. formation. Ouais, voilà, bah, il pouvait jouer partout. Ouais. Du 4 au 8. Et Suta, donc, Et Toulonnais. Joe Suta parce que Joe il veut nous faire croire sous ses airs de Toulonnais, vaillant, j'aime la bagarre, le combat et tout ça, mais en fait c'est un croqueur et il aimait marquer des essais, c'est tout. Ouais, on peut l'appeler le 15 des croqueurs, alors c'est ça. Hein. Voilà. Après, tu as une troisième ligne. Pas tous, pas tous, tu vas voir. Après j'ai une très belle troisième ligne et là Ah, franchement ouais Jean Bouillou, hein, même profil que Greg Lambolé, c'est-à-dire que toujours dans les bons coups, mais souvent un tout petit peu en retard par rapport aux trois quarts, donc c'est pas souvent lui qui marquait, mais il aimait ça, quoi. Il aimait couper les trajectoires, passer dans le dos de l'arbitre en étant un peu hors jeu, tu vois, mais ça se voit pas pour être tu vois, au soutien pour aller marquer un essai. Et Jean, il adorait marquer des essais, il en a marqué quand même des très beaux, donc je pense qu'il aurait pris plaisir à en marquer quelques-uns de plus. ouais. Numéro 8, Christian Labitte. Ah, ben Nash, ouais. Nash, il aimait bien qu'on scande son nom, qu'on l'acclame. Donc, soit c'était genou au sol, soit c'était en marquant des essais. Donc, Nash, voilà, moi, je l'ai découvert quand j'ai commencé au stade. Et puis, je pouvais être sûr que les ballons portés, les trucs comme ça, ou près de la ligne, quand ça prenait un peu de vitesse, le ballon n'arrivait jamais au 10. Hein. C'était Christian qui arrivait lancé de 50 mètres, qui allait prendre la balle entre 9 et 10. Bon, souvent il marquait, ça va, mais c'est vrai il les aimait ces ballons-là dans l'avancée pour essayer de le prendre et d'aller finir. Bon, qui complète cette troisième ligne? Imanol, le grand Imanol Arinordoki. Imanol, qui a aussi profité pas mal des plans de jeu où on avait les troisième lignes à l'aile avec des grands signes, tu vois, sur le bord de la touche. Et souvent, il les a eu, ces ballons, et il en a marqué un paquet, ouais. Il en a Ah, quand les même, mitaines, les bon, je sais mitaines pas fluo, il peut les quasiment, mitaines. il peut quasiment être capitaine de ton équipe quand même. Oh, Ben il ouais, peut être capitaine de ton franchement, équipe. je pense qu'il est vice-capitaine, parce qu'il y a quand même Greg Lambolé qui est capitaine, parce que pour le détrôner, Greg. Attends, et Emmanuel Arinaoki qui met le genou à terre à la 55e après une percée. T'as l'impression qu'il s'est fait les deux croisés, les deux tendons d'Achille et qu'il va sortir sur civière. Une petite coup d'éponge magique. Aguilera qui scande son nom. Et hop, il renaît comme le phénix de ses cendres pour Mais aller bien sûr, rejouer. Ça, c'est Emmanuel. Quand mais même. Tout le ça, monde le sait. encore une fois, c'est l'école Christian Labitte. C'est pas pour rien qu'ils sont dans la même équipe. Alors, le 15 des plus jaloux de ton record d'essai, voilà, après ce pack qui est à la manœuvre, à la mêlée et à l'ouverture. Non, alors, pas des plus jaloux, mais en fait, il y a deux mecs dans ce 15 qui auraient aimé plus marquer, je pense, mais ils étaient quand même tellement altruistes, tu vois, qu'ils en ont plus donné qu'ils en ont marqué. Et donc là, en neuf, c'est Jean-Baptiste Elissalde. Je pense qu'il adorait, hein, parce que quand il marquait des essais, il avait tendance à vraiment bien les fêter, quoi. On sentait que ça lui faisait vraiment plaisir.
Je me souviens de quelques pas de loi, quelques mètres de la ligne, quand il marquait des essais et tout ça. Mais il avait tellement de talent et il distribuait tellement bien le jeu. Et c'est lui que je pense que c'est un des joueurs qui m'a fait marquer le plus d'essais. Que voilà, il méritait d'être dans ce 15 parce que je pense qu'il aimait vraiment ça. Mais voilà. Mais comme il était comme ça aussi et que bon, il aimait pas trop le contact, il aimait bien donner les ballons et il m'a fait quelques caviars. Bon, en numéro 10. Alors on dit, alors attends, laisse-moi. J'ai mis qui? J'avais hésité. J'ai mis Luc McAllister. McAllister, non? Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais hésité avec un joueur français, mais bon, je me suis dit que j'allais le vexer. Donc j'ai pris Luc McAllister parce que Luc, au top de sa forme, bodybuildé, les pecs saillants, les biceps, pareil, hein, quand il y avait la alias ligne un peu Jean-Michel Quadri, quand déstabilisée. même. Jean-Michel Alias Quadri. Jean-Michel Quadriceps. Oh, C'est-à-dire que là, il s'embarrassait pas deux de. espèces de Il y a des citernes à moments, bière. ouais, il s'embarrassait pas des surnoms, quoi. C'est-à-dire que quand tu as des qualités comme les siennes, des raffus, des pommettes, et entre les poteaux, et voilà, feu. Donc voilà, en 10, quand même, je pense qu'il méritait. Bon, après, au centre, tu as mis quand J'ai même une belle une paire de paire de centres. centre. Ouais, belle paire de centre. Ouais, j'ai mis de la complémentarité. J'ai mis d'abord Xavier Garbajosa. Xavier, parce que lui, chasseur d'essai plus que jamais. Moi, quand je suis arrivé au stade, bon, ça faisait partie aussi des mecs que j'ai idolâtré. Et en fait, c'était un pur chasseur d'essai qui aimait en marquer à l'appel. Et quand je le voyais faire, qui jouait à l'aile au centre, voilà, il déchirait la ligne. Plus il pouvait en marquer, il aimait ça. On sentait que bah, sûrement comme moi et comme d'autres, hein, c'était viscéral de marquer des essais. Il y avait quelque chose qu'il avait en plus. Et donc, du coup, ouais, lui, il en a marqué un paquet. Et il aurait aimé encore en marquer plus. Associé à qui alors? À mon grand copain Mathieu Bastaro. Mathieu, qui pareil, hein, Mathieu pour d'autres raisons aimait bien garder quelques ballons, notamment près des lignes. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que un décalage à 5 mètres de la ligne, quand tu fais 115 kilos hors taxe Hors et, taxe, hein. euh, et que, et que, et que tu as sa puissance-là, disons que ça baissait la tête et qu'il m'emportait tout le monde dans l'embut. Donc peut-être qu'il aurait pu faire croquer quelques fois de plus, mais il aimait bien les garder ces ballons-là parce que c'était plus sûr. Et puis je trouvais que c'était bien complémentaire, quoi. Ça marque des essais. Garba Basta au centre, ça fait C'est pas peur, mal. quoi. Ton triangle arrière là, avec peut-être les deux ailiers. Ouais, alors un ailier un peu surprenant, hein, c'est Yannick Nyanga, mais en fait pendant une période, il a beaucoup dépanné à l'aile, et notamment je me souviens, il avait dépanné à Montauban et il s'était retrouvé un peu en difficulté face à De La Sao, mais Yannick quand même, s'il s'y était mis plus tôt, il aurait pu basculer à l'aile, tu vois, il avait ses qualités athlétiques de vitesse, raffut, tu vois, de grands espaces. On sent que quand même il avait quelque chose d'un trois quarts qui aimait marquer des essais. Donc il en a marqué quelques-uns à l'aile. Et puis j'ai revu il y a pas longtemps une image d'un plongeon sur un match où on gagne je crois que c'est un quart ou une demi-finale de Coupe d'Europe contre Biarritz. Et franchement, un plongeon comme ça, digne des plus grands trois quarts du monde. Donc rien que pour ce plongeon, il méritait de figurer à l'aile de ce 15. Ouais. À l'autre aile. Mon idole, le pistolero, Jean-Victor Bertrand. Moi, je crois que j'ai passé ma meilleure année avec lui. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, il y avait quand même une session dans l'entraînement, répétition de comment on allait fêter les essais. Donc, tu vois, quand on est là, c'est que tu es sûr de toi, tu sais que tu vas en marquer des essais. Il a fini un paquet de fois meilleur marqueur quand il était à Agen, quand il était à Grenoble. Et puis moi, il me faisait rêver. Je l'ai vu en Pro D2. Moi, j'ai joué avec lui en Pro D2. Et je l'ai vu boxer devant la tribune en hommage à René Jacot. Je l'ai vu faire le bazooka, je l'ai vu faire les pistolets. Bah, c'est juste magique. Donc, s'il y en a un plus que tous les autres qui aimait marquer des essais, je pense que c'est JVB, Jean-Vic. Bon, le 15 de ceux qui auraient donc aimé avoir ton record, et à l'arrière, forcément, il y a un Toulousain. Bah, Clément, mon pote, qui lui aussi, comme Jean-Bal, ça fait partie de ces mecs qui aimaient marquer des essais et qui en ont marqué un paquet. Mais pareil, il m'en a donné.
je sais pas combien, il restait 1 mètre. Il hésitait, mais il préférait la donner pour faire croquer. Alors des fois, il râlait à la fin du match. Il dit putain, t'as encore marqué 2, 3 essais, j'en ai pas marqué un. Mais je crois qu'il aimait encore plus les donner que les marquer. Mais des fois, ça le frustrait un peu. Mais voilà, c'est vrai que Jamba et Clem font partie de ces joueurs qui ont tellement fait briller les autres. Ils aimaient ça, mais ils aimaient encore plus faire briller les autres. Donc ils méritaient aussi Il en a donné un dedans. robot au lait en finale contre les Wasps aussi, non? Ah, quel enculé. Non. Alors, il y avait touche. Il y avait touche. S'il y avait eu la vidéo à ce moment-là, il y avait touche. Celle-là, les crèmes. C'est vrai. Et tu sais que je me suis toujours senti un peu coupable parce que c'est moi qui suis dans la course de Rambolé et persuadé que le ballon va sortir, qu'on va aplatir. Je coupe ma course, Rambolé, il me double et c'est comme ça qu'il finit par aplatir. Et si j'avais un peu continué à courir, à me mettre dans ses cannes, ben, peut-être qu'on aurait eu un titre de plus. Mais là, on pouvait pas lui en Si, ça vouloir va quand même. Je suffire. suis sûr qu'il y avait touche. Ouais, enfin, faut rappeler quand même que eux, ils ont été champions d'Europe, si je peux me permettre, Benjamin. Exactement. Exactement. Même s'ils ont perdu en 2004. Bon, tiens, regarde cette petite séquence. C'est Thierry qui va nous la lancer. C'est la 22. Et moi, je sais qu'elle va plaire. Well, Euh, you know what kind of man I am. Well, whatever my papa Ça, c'est le fond d'écran de Max Guazzini, tu sais. L'élégance n'est pas qu'une question d'accessoires. Pétrolane. On voulait quand même avoir un peu Mais les tu secrets. Bon, d'abord, combien t'as pris vois pour cette ouais. Mais attends, mais tout est gratuit, François. J'ai tout pris en shampoing à vie. Je Ah, dois bah, garder justement, ma tiens, tête, tu vois. Au casting, il y avait Sylvain Marconnet, moi et lui. Écoute, ça a été vite vu. On a le doublage, le vrai doublage du making-of, Benjamin, sur cette pub de Pétrolane. Mais voilà. Salut, c'est Vincent. Bienvenue sur Jackie et Michel. Je suis là, je débute, mais avant chaque petite partie fine, je préfère prendre une belle douche, avoir un poil soyeux pour pouvoir accueillir mes invités. Content, donc on est Oh, non. Mais Et l'autre après, elle c'est lui vrai demande, que et c'est la première la fois que tu fais musique ça. fait beaucoup sur le Écoute, making of. c'est la première fois que tu fais ça, elle dit. C'est rigolo à faire. On va faire une interview en serviette. Oh là là. Non, mais il me tarde de voir. Voilà, ça me dérange même plus maintenant. Rien à ajouter. C'est de bonne franquette. L'élégance à l'état pur, quoi. Et merci qui Merci Merci. Jackie et Michel. L'élégance. Mais attends, l'élégance- Mais franchement, pour avoir des beaux cheveux, tu sais ce que c'est, François, toi? Ah ouais. Et toi, là, tu me regardes. Pour revenir pour ça sur les bonnes anecdotes, moi, j'y étais pas, donc je n'y connais rien. Je te pose une question, Vince. Ouais. Dans les années 2000, Toulouse, où vous cassez la gueule à tout le monde, j'ai entendu parler quand même qu'il y avait des histoires de petites blagounettes avec Fred Michala, qui est quand même pas le dernier pour mettre des pièces un peu à droite à gauche. Il y avait des histoires de blagues, mais de vengeance, plus drôles, tu vois. Je sais pas, on m'avait parlé une espèce d'un chat mort dans un vestiaire, puis ensuite, du coup, un mec, on en avait rempli la bagnole de je sais pas trop quoi, pour arriver Ah ouais. au summum du truc. Un mec, il s'était fait embriquer ou, comment dire, Alors, Alors, c'est fermer, vrai que- sceller de briques la porte de sa maison quand même. c'est ça. Alors, les 3 premières années, franchement, c'était la guerre. Donc, il y avait en gros Fred, Clément, Greg Lambollet et moi, avec Nico Jean-Jean. Et puis, de l'autre côté, il y avait les plus anciens, tu vois, Xav Garbajosa, Yannick Bru. Donc, enfin, c'est allé très loin. Il y a eu, je crois que c'était Yannick Bru un jour qui est allé jusqu'à, alors je sais plus dans quel sens c'était passé, mais qui a coupé la ligne téléphonique d'un mec ou l'électricité, le compteur. Tu vois, il a appelé EDF en disant qu'il y avait changement de domicile et tout ça. Enfin, il y avait des grosses vengeances. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'était, bon, Fred a quand même démonté les pneus des voitures, donc t'arrivais le matin, tu pouvais avoir ta voiture sur cale. Hein. Donc chaud pour aller à l'entraînement. Bon, je te passe les camemberts. Une fois, j'ai pris la voiture, j'ai dû conduire la tête dehors jusqu'à l'entraînement parce que c'était impossible. Et donc il y avait grosse guerre parce que Xavier Garbajosa, quand même friand de ça. Donc comme il avait une maison en ville avec un balcon qui donnait sur la rue, on avait tendance à lui jeter des poubelles sur son balcon. Donc du coup, quand il se levait le matin, il avait un monticule de poubelles. Donc en fait, un jour, on est passé, il était, je sais pas, 1 ou 2 heures du matin. Il était caché, il avait dû, tu vois, dormir sur son balcon pour nous attendre. Et du coup, il nous avait jeté des yaourts, des trucs comme ça. Et donc toujours plus.
Fred, un jour, décide de murer l'entrée de la maison de Garma. Donc il est arrivé avec son petit ciment, il a fabriqué son ciment dans la rue, il a monté les moellons. Sauf que le matin, Xavier est arrivé à l'entraînement et puis tu vois, pas de réaction, pas énervé, rien. Donc il a commencé à le titiller et en fait il s'est rendu Chez compte le qu'il avait voisin. muré la porte du voisin. Voilà. Bonne blague. Ah, ça, c'est magnifique. Mais c'est vrai que alors je pense que ça se fait encore un peu, mais c'était génial. En fait, tu travaillais toujours ta vigilance, mais je suppose comme vous l'avez fait, c'est-à-dire que tu étais en terrasse en train de boire un café tranquille. Tu pouvais être sûr que tu prenais une poche d'eau de 10 litres sur la tête. Moi, la première fois que je dors donc avec Greg Lambollet, on était en stage. Et donc on se couche, il était, je sais pas, 11h, 10h30, 11h. Et je le vois commencer à déplacer tous les meubles de la chambre. Tu vois, prendre l'armoire, prendre le lit, le coller contre la porte et tout. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, mais attends, mais t'es fou, on peut pas dormir. C'est sûr qu'ils vont nous ouvrir la porte, on peut pas dormir comme ça. Donc moi je l'écoute, hein. Et ça a pas manqué, à 2h du matin, la porte a essayé de s'ouvrir. Bon, du coup, comme ça passait pas, ils ont juste passé la main, jeté une poche qui a pas touché, mais c'était la guerre, c'était continuel, c'était génial. Ah, moi, le mieux que j'ai vu, c'est un stage de pré-saison, Christophe Dominici, qui rendait fou tous les gros, mais ils en pouvaient plus de lui. Se prendre à peu près un fromage blanc avec, je sais pas moi, 5 ou 6 miolastans, tu sais, les tétrazépams, machin, enfoncés dedans. Voir tous les mecs qui le regardaient en train de manger son truc, se disant, il va bientôt tomber, on va le choper. Et il était dans sa chambre, à moitié comateux, dans le pâté terrible. Les mecs sont arrivés cagoulés, tu sais, de collants de gonzesse sur la tête, en calbut et tout, l'ont massacré de coups de machin, lui ont ligoté les mains et les pieds, l'ont foutu dans une bagnole et l'ont jeté sur la place du village à Walp, de l'endroit de stage où on était. Là, je me suis dit, toi, dans ces cas-là, il ne vaut pas trop les faire chier, les 3-4 anciens qu'il y avait là, parce que tu vas finir à Walp. Donc, t'imagines, l'autre était comme ça sur la petite placette du village, et c'est quelqu'un qui est arrivé, un restaurateur lui a coupé les trucs des mains. Ça va, sinon, je peux vous aider. Donc, il y a eu C'était pas cool, de hein, représailles, c'est entre les avant et les trois quarts. Ouais, toujours. C'était qui les meneurs là, côté Stade Français à ce moment-là? Ah là, écoute, c'était la première ligne, c'était le gros Marconnet, Peter De Villiers, et si je me trompe pas, il y a Bibio Radou, c'est sûr, parce que énormément de vices de ce point de vue-là, et je devais avoir un dernier, mais le nom m'échappe. Tu regardais, Ah bah toi? ouais, tu parles, j'avais 14 ans et demi, moi je leur cirais les pompes et je leur faisais le café. Je suis des fous, je faisais absolument rien de tout ça. Est-ce que, je sais pas, il y a un souvenir quand même de fou rire dans le vestiaire à des moments où normalement on doit être sérieux et puis tu vois, il y a un regard qui se croise un peu. Ah ouais, il y en a plein. Enfin, moi, on n'était pas trop, si tu veux, sérieux. Donc quand ça a commencé, moi, je me souviens, alors je sais plus qui c'est qui m'avait mis un coup de boule, mais en fait, si tu veux, j'étais en mode sérieux pour aller jouer le match, tu vois. Si tu veux, mais je mettais pas la tête contre les murs quand même. Moi, j'étais pas de ceux-là. Et alors, je sais plus, c'était Trevor Brennan ou un autre ou Stan Soulett. Et en fait, à un moment donné, il me croise. Et moi, je m'attendais peut-être à un petit coup d'épaule. Et en fait, il me prend, il me file un coup de casque tu vois, qui m'assomme. Et en fait, je me retrouve tellement con, assis sur le banc, mal à la tête, que je commence à exploser de rire. Tu vois, je croise Clément Poitrenaud du Regard, qui lui est mort de rire parce qu'il a vu le coup de casque. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'il branle, quoi. Et là, moi, mort de rire sur le banc parce que je viens de prendre un coup de casque terrible. Je suis à moitié assommé. Je me dis, mais attends, mais on n'est pas dans le même monde, quoi. On se motive pas de la même manière. Ouais, Benjamin, t'as jamais mis de coup de casque à un trois quarts, toi? Ah non, 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 Ah, ça a écoute, dû même, t'arriver chez les j'étais pas. jeunes. Bon, franchement, c'est si peu. Et bon, encore, on va parler de lui, mais le gros Marconnet avec Pascal Papé, ils étaient vraiment fans de ça avant les matchs. Mais au point que moi, j'en étais à. Tu vois, je m'entraînais à ma technique de boxe, technique d'évitement avant les matchs. Là, fallait savoir, attention, il arrive le Ah coup de ouais, tête. ça. Hop là, tu fallait juste l'éviter. Attends, tu prends tellement de brins sur un terrain que moi, il fallait Ah surtout ouais. pas me mettre un coup de pastèque avant. Sinon, tu me perdais pendant les 20 premières minutes, hein. Bon, on va se quitter sur ces notes sympathiques. Juste quand même, un petit coup de cœur sur les actions caritatives que tu fais. Moi, j'ai trouvé une photo en cherchant un peu sur Internet où je crois que c'est fait pas mal de choses pour les parents des enfants qui sont malades, Ouais, c'est ça? ouais, c'est ça. Il y a 15 ans, ça s'appelle la Maison des Parents. C'est la Fondation Ronald McDonald et c'est des maisons qui sont
qui permettent à des familles dont les enfants sont hospitalisés sur des plus ou moins longues périodes, ça peut aller de quelques jours à quelques mois, qu'ils aient un chez eux, un vrai chez eux. Donc ils fonctionnent comme si ils étaient dans leur maison pour pouvoir soutenir leurs gamins. Souvent c'est des parents qui sont obligés d'arrêter de travailler pour suivre le traitement des enfants. Donc ouais, ça fait 15 ans maintenant que je suis parrain de cette association et qui me tient à cœur. Ouais. Donc j'en ai d'autres, j'ai Entendre le Monde aussi, qui aide à former des chirurgiens pour opérer dans différents pays et à leur donner du matériel. Mais ouais, je trouve que ça fait partie des engagements que j'ai régulièrement avec une association. Et que tu as continué malgré l'arrêt de ta carrière, quoi. Tant qu'ils veulent de moi, ouais, je prends pas mal de plaisir à y aller. J'ai créé des liens quand même très particuliers avec des familles, avec du personnel, qui s'occupe de la maison et à l'hôpital. Donc j'essaye de. Puis c'est pas loin. J'ai décidé aussi de le faire parce que c'est pas très loin de chez moi. Donc ça me permet d'être assez réactif et de pouvoir être présent dès que je peux. Bon, et pour terminer, parce que tu es en confiance là maintenant, Chapeau. Vincent, là, on est entre nous et tout, voilà. Qui t'a massacré le plus gros 2 contre 1, qui a été le plus gourmand pour terminer cette émission, on a besoin d'avoir un peu du lourd, quoi. Ouais, je l'ai. Et là, en plus, c'est marrant parce que tu m'avais pas préparé cette question. Et là, il y a un visage qui est arrivé, mais c'est Vincent Debatty. Mais alors, attends, écoute, je crois que je lui en veux encore. On joue, je pense que c'est l'Écosse au Stade de France. Il fait une percée, il se débarrasse de 2 mecs, il est sur 30 mètres. Il a juste à me lever la balle, il y a 2 contre 1 sur l'arrière. J'y vais en marchant et tout, nickel. Et là, il m'est rentré dans le 15. Il a perdu, il s'est fait gratter le ballon au sol. Et là, j'étais dégoûté. Mais comme rarement ça m'est arrivé. Je me voyais déjà entre les perches, tu vois. Je déroulais à côté, là, il avait fait le plus dur. Et là, il m'a vendangé à 2 contre 1. Et je crois que c'est, tu vois, spontanément, c'est celui-là qui est remonté. Tiens, Clermontois quand même, hein, Benjamin. Ah ouais, attends, je te le dis, en fait, il est mauvais au fond de sa moelle, il est mauvais. Vous faites pas berner, les mecs. Je vous le dis, moi. Bon allez, merci à Vincent d'avoir été là. Merci, merci beaucoup. Mais c'était sympa aussi de prendre le temps de discuter dans cette période de confinement. Voilà, alors on va se retrouver le prochain rendez-vous. On peut bien sûr faire là c'est plus le water break, là, c'est la 3e mi-temps maintenant. Là, Benjamin, il a bien accéléré sur le water break. On va te laisser faire. Laissez-moi tranquille. J'ai changé mon programme pour l'après-midi finalement. Bon, je suis plus trop dispo. Hein. C'était un plaisir. À bientôt. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous. Ciao Vincent, merci beaucoup. Ciao.